Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs leaders célèbrent l'armistice à Paris 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. La paix est encore en danger selon le président français. Devant ses pairs venus du monde entier, Emmanuel Macron a orchestré une grande cérémonie de souvenirs et d'hommage aux 18 millions de morts de la Grande Guerre. Et puis, dans l'actualité également, ce soir, nous en saurons plus sur la notion de vie chère remise au goût du jour depuis la hausse du prix du carburant. À quoi renvoie ce concept de vie chère? Le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie est l'invité de ce journal. Il est avec nous et nous le recevrons dans quelques instants. Cette vie chère évoquée n'est pas sans incidence sur le marché. Celui de la ville de Sia est inondé d'un fruit de saison bien apprécié. Le melon d'eau, communément appelé pastèque, peine à s'écouler. Pourtant, il y en a pour toutes les bourses, rassurent les commerçants. Constat à suivre dans ce journal. Nous irons également à Zoula dans le Sanguier pour vivre au rythme d'un événement haut en couleur. Le festival Arc-en-Ciel allie savoir-faire artistique et sportif 3 jours durant. Quelles sont les grandes articulations de la 4e édition de ce festival? Réponse dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à tous. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement ont commémoré en grande solennité le centenaire de l'armistice ce dimanche à Paris. L'occasion pour le président français de dénoncer la montée du nationalisme avec pour corollaire une paix en danger. Le président du Faso était présent à cette cérémonie du souvenir sous l'Arc de Triomphe en haut de la célèbre avenue des Champs-Élysées. De Paris, le point avec Moussa Ouedraogo et Ruth Biniwatara. 11 heures à Paris. Une minute de silence rompue par l'appel au cessez-le-feu. Les cloches sonnent dans toute la France, exactement comme en 1918. L'armistice est effectif après 4 années de boucherie. Sur l'avenue des Champs-Élysées, Roch Marc-Christian Kaboré et ses pairs, environ 70, remontent la rue à pied après avoir été convoyés depuis l'Élysée. Le président français effectue la revue des troupes, puis s'ensuit l'exécution de la Marseillaise. D'anciennes lettres de soldats, tant allemands que français, encore appelés les poilus, sont lues par de jeunes lycéens. Le président français s'adresse alors à ses invités et au monde. Ces mots dépeignent un tableau d'espoir, mais aussi d'horreur liée à la Grande Guerre. Durant ces 4 années, l'Europe manqua de se suicider. L'humanité s'était enfoncée dans le labyrinthe hideux d'affrontements sans merci. Dans un enfer qui engloutit tous les combattants, la France sait ce qu'elle doit à ses combattants et à tous les combattants venus du monde entier. Dirigeants politiques, nous devons en ce 11 novembre 2018 réaffirmer devant nos peuples notre véritable, notre immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations d'avant ont rêvé. Emmanuel Macron ravive ensuite la flamme du soldat inconnu, puis retentit le clairon, comme une fois de plus, en 1918. C'est la fin de la cérémonie. Les chefs d'État se retirent. Le couple présidentiel français les reçoit une fois de plus à l'Élysée. 10 000 policiers, gendarmes, CRS et officiers de renseignement mobilisés, 1300 journalistes accrédités, 4 tribunes dressées, 3000 invités, tous mobilisés pour le succès de la commémoration de l'armistice. L'armistice qui, selon l'histoire, aurait été considéré jadis par les Allemands comme étant une humiliation. Un sentiment qui s'est accru avec la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Les termes de ce traité avaient été considérés comme une imposition de volonté et ce sentiment d'humiliation aurait justement nourri le nazisme et la suite, on la connaît, l'avènement de la Seconde Guerre en 1939.
Et à l'issue de cette cérémonie, les leaders se sont retrouvés pour ouvrir 3 jours de débat sur la paix. La gouvernance mondiale et le multilatérisme sont au cœur d'un forum sur la paix ouvert donc ce dimanche à Paris. L'initiative du président français Emmanuel Macron donne l'occasion de réfléchir sur l'organisation du monde. Il s'agit entre autres de situer les responsabilités collectives sur ce qui a conduit l'humanité au malheur dans le passé afin d'anticiper sur ce qui pourrait causer sa perte à l'avenir. À l'ouverture de ce forum de Paris, Donald Trump était le grand absent. Le président américain a préféré se rendre au cimetière américain de Suresnes. La responsabilité collective, c'est aussi ce qui est visé par les conférences du 11 décembre. Le Premier ministre, en visite dans la région qui va abriter les cérémonies commémoratives de la fête de l'indépendance, a donné le ton de ces assises. Elles vont se tenir dans les villes de Pau, Kombisiri et Manga. Plus de précisions avec Alidou Badini et Ismaël Diloma-Sirema. En attendant la célébration du 11 décembre, les forces vives de la région du centre-sud sont invitées à des moments d'échange. Comme ici à Manga, elles réfléchissent sur la question de la bonne gouvernance. Elles proposent d'ores et déjà plus de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Je pense que c'est extrêmement important pour nous tous, parce que à la faveur de la commémoration de l'indépendance nationale, nous devons faire, comme le président du FASO, son excellence M. Roch Christian Kaboré l'a dit, un devoir d'introspection. Qu'est-ce que nous devons faire chacun à ce niveau pour approfondir la bonne gouvernance, qui est indispensable pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. L'équité sociale, qui est indispensable également pour assurer la justice entre tous les Burkinabés, entre tous les fils de ce pays. Cette conférence marque le début d'une série. Elle devrait se poursuivre dans les autres provinces du centre-sud et aussi sur toute l'étendue du territoire. Afin que tous les Burkinabés puissent penser ensemble, réfléchir ensemble sur ces valeurs fondatrices de notre vivre ensemble et de notre société, ce qui nous permettra tous, à la suite de cette introspection, de nous fixer de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour la construction de notre cher pays de Burkina Faso. En marge du lancement de ces conférences, le Premier ministre a rendu visite aux coutumiers pour demander leur soutien pour la réussite du 58e anniversaire du Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale est le nouveau président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Alassane Bala Sakandé a été reçu par consensus et a été élu donc par consensus et par acclamation par ses pairs à l'issue de la 41e conférence des présidents des parlements de l'Union africaine. Les travaux se sont déroulés vendredi dernier à Abuja, au Nigeria. Écoutons un extrait du discours prononcé il y a quelques instants après son élection. Visiblement, nous ne pourrons pas vous proposer cet extrait, mais ce sera donc pour le cours de ce journal. Nous poursuivons avec une cérémonie qui a donc fait des heureux à Bobo Dioulasso. Plus de 10,5 millions de nos francs ont été remis à des promoteurs de projets. Leur particularité ne réside pas seulement à la situation géographique, elle porte surtout sur les promoteurs eux-mêmes. On en sait plus avec Moussa Tamboura et Siri Kimilogo. Victorine Guissou reçoit au nom de son association un chèque d'une valeur de 2 211 000 francs CFA. Et comme elle, ils sont 6 associations de femmes et groupes spécifiques à bénéficier de chèques. Vraiment, moi, je ne fais que me réjouir parce que c'est un chèque qui me vient à cœur. Avec l'appui de la commission autrichienne, comme l'a dit la directrice, c'est un projet qui a été mis en place depuis 2015. Et ils ont vraiment vu que c'était mieux de travailler avec les handicapés. Cette remise de chèques s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à l'artisanat du Burkina. Un projet porté par le ministère en charge du commerce pour encourager les hommes et femmes qui, malgré leur handicap, refusent la fatalité. Nous avons bon espoir que les équipements qu'ils ont prévu acquérir, les matières premières qu'ils ont prévu acquérir, vont permettre donc à ces artisans qui ont une spécificité, ce sont des personnes vivant avec un handicap, on les permet en tout cas donc à la fois d'être plus autonomes, mais aussi de pouvoir créer donc des richesses pour améliorer donc leurs conditions de vie
et certainement donc pour développer d'autres projets pour leur famille. Au total, 180 artisans des régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du nord et des hauts bassins sont les bénéficiaires de ce soutien. Un soutien dont le montant s'élève à 10 636 000 francs CFA. C'est une heure attendue par plusieurs élèves, anciens comme actuels, celle de la récréation fixée à 10 heures dans la plupart des établissements scolaires. Un moment pour souffler, pour se recréer et surtout un moment pour rattraper le petit déjeuner. Dans un autre sens, c'est aussi le moment pour faire de bonnes affaires. Les petits commerces qui se développent autour des écoles est le sujet du premier dossier de ce journal qui nous conduit dans la ville de Sia. Il est signé Manékayen et Saturnin Paré. 10 heures, l'heure de la pause. C'est une tradition ici, au lycée municipal Vinama Tiemounu Djibril de Bobo Dioulasso, comme partout dans les établissements d'enseignement, pour des élèves de prendre de l'énergie dans un lieu communément appelé Petit Marché. Korotimi, tout comme Orokia, à l'instar d'autres vendeuses, sont envahis à chaque récréation par des élèves qui viennent en groupe pour se ravitailler. À la récréation, je suis venu payer le faro chez Tanti. Elle fait le faro bien, c'est très bon. Et puis ça nous aide jusqu'à midi. Et puis tout est propre, elle coupe bien les assiettes, tout. Il n'y a pas, je ne crains pas de tomber malade quand j'achète ce faro. Pour ces vendeuses, au-delà du commerce, c'est un plaisir d'être au service des enfants. Je vends de la tiéké et du poisson. Je suis ici depuis 15 ans. À partir de 9 h déjà, les élèves commencent à venir. Lorsque j'arrive le matin, je m'attelle à attacher la tiéké par lot de 50 francs CFA. Cela pour me faciliter la tâche. Moi, je vends le faro. C'est une activité vraiment pas facile. Mais comme ça plaît aux élèves, nous sommes obligés de faire notre mieux. À Bobo Dioulasso, les élèves du lycée municipal Vinama Tiemounu Djibril et ceux du lycée Wenzen Koulibaly partagent les mêmes vendeuses à cause de la proximité des deux lycées. Ces dernières proposent une gamme variée de produits alimentaires. Malgré le nombre important d'élèves, le marché est par moments morose. Le marché n'est pas comme on souhaite, faute de pouvoir d'achat. Mais, qu'à cela ne tienne, elles sont nombreuses ces femmes à tirer leur épingle du jeu dans ce commerce. Cette activité nous procure assez de bénéfices. Qu'elles soient vendeuses de jus, de sandwichs, d'atchiki, de faro et autres, toutes disent prendre des mesures pour le respect de l'hygiène. Cela pour le bien-être des élèves. Nous recevons à présent sur ce plateau M. Bouraïma Oudraogo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur général de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Alors, les notions de pouvoir d'achat et de vie chère vous sont familières. Elles sont de plus en plus évoquées ces dernières années au Burkina Faso. La hausse du prix du carburant a remis au goût du jour celle de la vie chère. Comment cette notion de vie chère est-elle appréhendée au niveau de l'INSD? Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je voudrais d'abord remercier la RTB de nous avoir invités pour parler de cette notion d'actualité très importante qu'est la vie chère. Alors la vie chère, comment est-ce que nous l'appréhendons? Tout d'abord, je dirais que la vie chère, nous pouvons dire que c'est la façon dont les populations appréhendent en fait le coût de la vie et qu'elles trouvent de plus en plus élevé. Alors pour appréhender ça au niveau des économistes, ils utilisent souvent la notion donc de pouvoir d'achat que vous avez évoqué ici. Donc le pouvoir d'achat qui se calcule notamment à travers un revenu et qui consiste à voir donc quelle est la quantité de biens et services qu'un revenu permet donc d'acheter ou d'acquérir. Donc par conséquent, on peut dire que le pouvoir d'achat augmente lorsque entre deux périodes un revenu donné permet d'acheter donc plus de biens et inversement donc quand ça ne permet pas d'acquérir
les mêmes paniers de biens qu'auparavant, on pourra dire que le pouvoir d'achat des ménages diminue. D'accord. Alors, l'augmentation du prix du carburant fait craindre au Burkinabé une certaine, justement, hausse de prix de certains biens et services. Est-ce que cette crainte est fondée? Naturellement, le carburant est un produit de grande consommation qui peut impacter donc, sur certains biens et services consommés par les ménages. Donc cette crainte est fondée, mais nous disons que naturellement, le gouvernement, en prenant la mesure également, a pris des mesures pour essayer de contrebalancer donc, ce risque d'augmentation des prix d'un certain nombre de biens qui pourrait impacter donc, sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, Monsieur le Directeur Général, vous parliez tantôt du pouvoir d'achat et sur la base des statistiques que vous générez à l'INSD, comment est-ce que, justement, vous mesurez ce pouvoir d'achat des Burkinabés aujourd'hui? Disons que, comme je le disais tantôt, le pouvoir d'achat est lié à deux éléments, naturellement le revenu des ménages, mais également les prix donc, des biens et services que les ménages consomment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est à la hausse ou il est à la baisse? On peut dire que quand on regarde les statistiques de 2000 jusqu'à maintenant, on constate que le pouvoir d'achat des ménages au Burkina augmente en tout cas d'année en année. Et dans cette période 2000 à 2017 que j'ai évoquée donc, tantôt, on a estimé que le pouvoir d'achat des ménages augmentait de façon annuelle, donc de l'ordre de 4,8% si on se base sur le revenu disponible des ménages qui est calculé à partir de la comptabilité nationale. Vous savez, la comptabilité nationale qui permet de calculer un certain nombre d'agrégats comme le produit intérieur brut qui est la richesse produite donc à l'intérieur d'un pays au cours d'une année. Et comment est-ce que vous expliquez justement une hausse du pouvoir d'achat et en même temps une vie chère qui est décriée? Oui, naturellement, on constate quand même ce décalage. Cela peut s'expliquer parce que, comme je le disais tantôt, le pouvoir, la vie chère, ici, c'est la façon dont les gens perçoivent en fait le coût de la vie, et qui peut être en décalage avec les mesures que nous faisons. Mais est-ce que cette perception n'est pas beaucoup plus proche de la réalité que les mesures que les statistiques que vous générez? La perception diffère d'un individu à un autre, alors que quand on mesure au niveau des statistiques, on essaie de voir dans l'ensemble de façon globale comment est-ce que cela se fait. On peut aussi mesurer donc pour certains types de populations ou par niveau de vie, ainsi de suite, pour pouvoir voir de façon spécifique donc, pour certaines populations quel est le niveau du pouvoir d'achat. Mais disons également que le fait que les gens perçoivent le pouvoir d'achat et la vie chère peut être dû aussi au fait peut-être que la structure de consommation donc, des ménages, des individus diffère en fonction peut-être de leurs revenus et autres. Il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a des modes de consommation ou le mode de vie qui évolue avec l'introduction donc de nouveaux biens et services de consommation. Je prendrai par exemple la téléphonie mobile qui n'était pas tellement dans les habitudes des Burkinabés et qui devient un poste de consommation très important. Je prendrai par exemple le cas également de l'automobile. L'automobile qui aujourd'hui dans les ménages comme à Ouaga ou à Bobo, dans les grandes villes, devient également un poste très important. Et si bien que parfois donc l'augmentation sur certains peut-être produits spécifiques comme les produits de grande consommation, les aliments, les loyers, la santé, l'éducation et autres par exemple, peuvent avoir donc l'impression pour la population que c'est une augmentation générale des prix alors que ce n'est pas véritablement tous les prix qui augmentent, mais c'est peut-être des produits assez sensibles qui augmentent.
D'accord. Merci à vous, Monsieur Bouraïma Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général donc, de l'Institut national de la statistique et du développement. Et nous avons évoqué avec vous les questions liées justement à la vie chère, au pouvoir d'achat. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Et nous revenons sur l'actualité donc du président de l'Assemblée nationale qui a été élu à Abuja. Nous allons suivre donc un extrait de son discours prononcé suite à l'élection à son élection en tant que président du Parlement donc de l'Union africaine. J'accède à cette haute responsabilité en mesurant tout l'enjeu du moment, ainsi que tous les défis à relever. Enjeux et défis qui exigent non seulement la consolidation des acquis, mais aussi la poursuite des réformes indispensables pour un meilleur rayonnement de notre organisation sur l'échiquier mondial. Ces réformes seront conduites à deux niveaux essentiels. D'abord, au plan institutionnel. À ce niveau, je propose de réfléchir, au titre des organes statutaires, à la création de commissions générales chargées de connaître des questions spécifiques dont les résultats des travaux seront soumis à la conférence des présidents et au comité exécutif. Il semble judicieux de renforcer les capacités techniques et managériales de l'UPA en créant au sein du secrétariat général un pôle d'expertise chargé du développement institutionnel, du partenariat, de la mobilisation des ressources. Il me paraît tout aussi important de concevoir et développer une stratégie de communication pour renforcer sa notoriété sur l'échiquier international ainsi que sa proximité avec les populations. Enfin, il est temps d'adresser l'épineuse question de la présidence tournante de notre institution pour introduire un mécanisme intégrant la dimension géographique. Cette architecture nous permettra de rapprocher davantage notre union de ses différents membres. C'est aussi pourquoi le renforcement de la prise en compte du genre dans toutes nos approches s'impose comme le seul moyen par lequel... Voilà, peut-être un reportage qui finit en queue de poisson. Et nous sommes toujours avec M. Bouraïma Ouedraogo, qui est le directeur général de l'INSD et qui va peut-être réagir un peu sur les mesures qui seront prises par le gouvernement pour justement limiter les effets donc, de l'augmentation du prix du carburant. Merci madame. Disons que je n'ai pas véritablement les éléments qui seront pris en compte par le gouvernement pour juguler donc les prix, mais à travers donc les communications donc données par les différents ministres, on comprend qu'il y a certainement donc des discussions avec les différents acteurs économiques pour que cet impact attendu des populations sur un certain nombre de biens et de consommation ne soit pas aussi élevé. Donc je dirais que de par le passé, nous avons constaté donc que le gouvernement a pris des mesures donc, qui ont contribué à quand même limiter ce qu'on peut appeler la vie chère au niveau du Burkina, et notamment la gratuité au niveau de l'éducation. Il y a la gratuité au niveau donc également de la santé, mais aussi l'augmentation des salaires au niveau du public. Et du public donc on a constaté donc ces dernières années. Ce sont des mesures donc qui ont contribué donc à véritablement à augmenter le pouvoir d'achat au niveau des ménages du Burkina et particulièrement au niveau des ménages et des travailleurs donc, du secteur public. Donc ce sont des mesures également. Il y a au niveau du privé des ménages également des stratégies qui sont adoptées donc, et souvent donc, qui contribuent à maintenir un peu le niveau du pouvoir d'achat. Donc il y a parfois les transferts et peut-être les changements également de mode de consommation qui peuvent être des stratégies développées donc, par les ménages pour également donc, maintenir ou augmenter donc, le pouvoir d'achat.
D'accord, merci à vous, Monsieur Ouedraogo. Et nous poursuivons justement ce journal avec un projet qui vise à l'amélioration des revenus des jeunes et des femmes en milieu rural. Il est la matérialisation d'un partenariat entre l'ONG SOS Sahel International et l'ONG allemande WHH, toutes deux basées au Burkina Faso. Sa mise en œuvre va s'opérer dans 9 communes de la région du BAM. Précision avec Paul-David Bambara et Kadi Sanogo. Basé à Kongoussi, le projet de développement participatif avicole pour l'amélioration durable des revenus de jeunes et femmes en milieu rural vise à améliorer la sécurité alimentaire et augmenter les revenus des ménages ruraux. Ce projet, qui va toucher 9 communes de la province du BAM, est le fruit du partenariat entre l'ONG SOS Sahel International Burkina et l'ONG allemande WHH. Le présent atelier marque le lancement officiel des activités de ce projet. Une rencontre qui va permettre de recueillir les apports des parties prenantes afin d'améliorer la stratégie de sa mise en œuvre. Ce projet, c'est un projet de professionnalisation des acteurs. Donc de façon particulière, il y aura 500 jeunes et femmes qui vont bénéficier d'un appui, notamment un kit composé de matériel de construction, de poussins et d'aliments, afin d'implanter des unités de production, des unités d'élevage de volailles de race locale. Ce projet est très intéressant, il est très innovant parce que c'est un projet qui a été élaboré par des techniciens, qui est focalisé sur une filière spécialisée, une filière qui est passionnante au Burkina, la filière avicole, avec un marché local abondant, demandeur. Donc on a beaucoup d'espoir d'une réussite à court terme. Le coût global de ce projet avicole, qui va durer 5 ans, s'élève à 1,312 milliard de francs CFA. Il va toucher environ 500 aviculteurs de 50 villages. On en vient à ce dossier consacré aux fruits le plus en vue en ce moment. Le melon d'eau, communément appelé pastèque, se vend difficilement cette année. Le coût élevé de la pastèque est souvent avancé comme raison et les vendeurs se défendent en pointant du doigt les producteurs. Suivons ce constat signé Biloudou Bazongo et Moussa Sanon. Lentement mais sûrement, la saison des pastèques s'installe à Bobo-Dioulasso. Nous sommes ici au marché de Wezenville. C'est le lieu choisi depuis près de 20 ans par Massangare pour la vente de ces pastèques. Il y en a pour tous les prix. Par exemple, pour 750 francs, pour 1000 francs, ça c'est pour 500 francs, ça c'est 300, ça aussi. Quand c'est vraiment gros, on vend ça à 1500 francs. Autre lieu, même réalité, nous sommes ici au marché de Saint-Kerba avec Salimata Konaté, vendeuse également de pastèques. Cette année, le marché est très morose. La quantité journalière qu'on pouvait vendre par le passé, on ne peut plus atteindre ça aujourd'hui. Marché des fruits et légumes, c'est là le plus grand centre de ravitaillement en pastèques de la ville de Bobo-Dioulasso. Ici aussi, le marché n'est pas très fleurissant pour le moment. Pour ce transporteur et aussi pour d'autres acteurs, le marché de pastèques est morose cette année. Une morosité qui s'explique selon eux notamment par les désintérêts des producteurs vis-à-vis de la culture de cette espèce. Une situation qui n'empêche pas certains consommateurs de la savourer. Comme c'est la sortie des pastèques là, je viens de mon frère, comme on a vu, c'est pour cela qu'on est venu nous arrêter pour prendre un. Comme ça vient de sortir là, j'aime ça beaucoup quoi. Vous voyez, on est venu pour prendre un, on va aller manger ça au garage. Voilà. Le prix, vous êtes favorable? Bon, c'est un peu bon. Comme c'est gros et puis dedans là, c'est bien mûr là. Moi, je pense que c'est bon. Juteuse et rafraîchissante, la pastèque se savoure au Burkina, notamment pendant la saison sèche. Ce fruit est aussi prisé par certains consommateurs pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. L'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, se dote d'un campus numérique. L'agence universitaire de la francophonie a officiellement remis les clés de ce campus au ministre en charge des enseignements supérieurs. La suite devrait aboutir à l'ouverture d'une bibliothèque numérique également, offrant de bonnes conditions de formation. Siedi Laréenne et Zalissa Sanfo. À partir d'un smartphone,
D'une tablette ou d'un ordinateur, les étudiants du Burkina Faso ont désormais accès à des formations diplômantes à distance. Des formations qui allient savoir-être et savoir-faire. Ce campus numérique de l'espace universitaire francophone, le C9 Joseph Kizerbo, vient résoudre les problèmes d'accessibilité liés à l'enseignement supérieur. L'accès du plus grand nombre aux études supérieures, sans avoir à multiplier par 2, par 3 les bâtiments, etc. Et tout cela avec l'enseignement de qualité, c'est-à-dire puisant ses sources dans la science la plus actuelle qui soit. Pour mieux guider les étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels, le C9 Joseph Kizerbo comporte un accès à la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. Et pour les étudiants, c'est une innovation qui vient à point nommé. Et j'avoue que j'étais émerveillé, c'était waouh. Il y a tellement de trucs qu'on n'imagine même pas. Et puis c'est très précis. Il y a près de 100 000 déjà ouvrages dans cet espace, mais que d'ici la fin de l'année, on devrait aller vers 1 million de supports numériques en termes de documentation. Ce qui évidemment est une solution réelle à nos problèmes. Pour l'heure, la difficulté majeure pour les étudiants reste l'accès à une connexion haut débit et aux ordinateurs. Des obstacles que le ministre en charge de l'enseignement supérieur promet résoudre avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Ousmane Jean-Pierre Siribié est le nouveau contrôleur général d'État adjoint. Devant le Conseil constitutionnel, il jure de défendre loyalement des intérêts du peuple burkinabé. L'adjoint du contrôleur Luc Mario Tibiriga mesure l'ampleur de sa mission. C'est ce que nous disent Oscar Soulama et Tanga Kafando. Devant les juges du Conseil constitutionnel, Ousmane Jean-Pierre Siribié prête serment. Et prend solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu. Nommé le 6 juin dernier par décret, le nouveau contrôleur général d'État adjoint entre dans ses nouvelles fonctions au sein de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. C'est une invite à mieux faire parce que je suis déjà dans le métier, ça fait 18 ans, depuis 2000 que j'y suis. Donc ça veut dire qu'on doit persévérer dans la lutte. Et cela peut se faire qu'avec le concours de vous tous, nous tous. Commandeur de l'ordre national, Ousmane Jean-Pierre Siribié est entré dans la fonction publique en 1982 après l'université de Ouagadougou. L'homme est présenté comme un féru de l'administration qui a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont le poste de secrétaire général de l'ASE. On a constaté que dans les agences anticorruption, l'institution pouvait être plombée par le fait qu'à un moment ou à un autre, on décagnote le premier responsable et ainsi l'institution se trouve dans une léthargie. Et c'est cela qu'on a voulu éviter en faisant en sorte que le contrôleur général d'État adjoint soit un contrôleur d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui est un technicien de la chose et qui connaît le fonctionnement de l'institution. La nomination d'un contrôleur général d'État adjoint vient dans le cadre de la restructuration de l'organe de contrôle tel que formulé dans la loi organique 082-2015 CNT du 24 novembre 2015. Un week-end coloré à Zoula. Nous sommes dans le Sanguier, région du Centre-Ouest. Le festival Arc-en-Ciel accueille pour la 4e fois consécutive des artistes venus du monde entier. Au nom de la paix et de la cohésion sociale, la culture s'y décline en couleurs, de quoi en mettre plein la vue. Roger Cam et Maxime Zongo nous font vivre les moments, les grands de ce rendez-vous de Zoula. Et du 4 pour le festival Arc-en-Ciel de Zoula dans le Sanguier qui, lentement mais sûrement, selon ses promoteurs, est en train de s'affirmer pour devenir un événement culturel de référence. L'objectif, contribuer à faire de la diversité culturelle une richesse. Nous avons constaté que nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles. Et nous sommes assis, nous avons dit donc qu'il faut créer un tel festival. Parce que
Comme on le dit, la culture, c'est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Cette volonté de renforcer le vouloir vivre ensemble n'a pas laissé insensible de nombreuses personnalités qui ont tenu à faire le déplacement de Zoula afin de soutenir l'initiative. C'est l'expression de la volonté de faire de notre diversité une richesse. C'est tous ces messages-là que nous avons voulu soutenir en venant ici, pour dire aux promoteurs et à l'ensemble de tous ceux qui se sont investis depuis la première édition, pour dire qu'ils sont dans la bonne direction. Nous devons les accompagner et nous souhaitons tout le meilleur pour ce festival. Promotion culturelle et économie rurale est le thème de la présente édition. Au programme, des activités culturelles marquées par des prestations de troupes traditionnelles et modernes, des contes et légendes, des parentés à plaisanterie et de nombreuses activités sportives. Prennent part à ce festival environ 30 000 personnes venues du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de la France. Lassina Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, Peggy Vidrago. Un plaisir de vous retrouver. La page consacrée au sport s'ouvre avec la 11e journée du Face au foot. Une journée donc avec des buts à Koudougou, à Sapone, à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Lassina, le dernier match de cet après-midi a été remporté par le Rail Club du Kadiogou. Vous l'avez dit, une 11e journée qui a été prolifique. 20 buts de marqués, c'est le plus fort taux depuis le début de ce championnat. Une 11e journée qui s'est achevée cet après-midi avec la victoire du Rail Club du Kadiogou devant la GEB. On va donc voir les images. Une ouverture du score Peggy des Faucons, un chef-d'œuvre de Séverin Traoré à la 51e minute. Un coup franc savamment exécuté. Une égalisation de la GEB à la 66e minute grâce à Amadou Touré. Et puis les Orange Noirs obtiennent les 3 points grâce à un penalty qui va transformer Francis qui à la 79e minute de Ouagapégui. Nous voici à Koudougou où l'équipe locale, la SEC de Koudougou, a renversé l'Union sportive de Ouagadougou. Ouverture du score des visiteurs de l'Arlé par Yannick Minungu. Dans le temps additionnel de la première période, les jaunes et noirs remettent les pendules à l'heure sur cette tête ravageuse de la 70e minute. Et puis les poulains d'Idrissa Malo, saboteur, sauf les 3e victoire à la 74e minute grâce à Omar Compaoré. 2-1 donc pour nos amis de Koudougou. Puis à Sapone à présent, l'AS Sonabel Peggy a écœuré le Majestic FC. Ouverture du score, alors que les équipes se saluent d'abord avant l'ouverture du score des Claver Kendré Bego à la 24e minute. L'égalisation va intervenir à la 29e minute grâce à Abdul Draman Kouma. Et puis les électriciens de Mousso Ouedraogo Mourinho marquent le but victorieux à la 81e minute grâce à Moutalabou Ouattara. 2-1 donc pour l'AS Sonabel. À Bobo Dioulasso enfin, Peggy, l'ASFB a fait un récital devant l'Union sportive de la Koumoui. 5-0 s'il vous plaît. Les buts sont faits très forts. À noter le triplé de Michel Batebo, un but de Issouf Sigiré, un autre de Arnaud Osanou, une manita, comme on le dit en Espagne. Quand on vous salue comme ça veut dire que vous avez encaissé 5 buts. Un match nul aussi de Salitas devant l'État filant de Ouagadougou. 0-0 en 2 buts partout. Et puis 0-0 entre l'ASFA et l'USFA. Et puis aussi 0-0 entre l'AS Douane et le RCB. Vous l'avez promis, il y a eu des buts. Oui, il y a eu beaucoup de buts. Et on reparle, Lassina, du Tour du Faso, le 31e tour qui a consacré donc le maillot jaune au Burkina Faso, le maillot jaune sur les épaules de Mathias Sorgo. Oui, Peggy Mathias Sorgo, un maillot jaune de ce Tour du Faso au 2018, est un produit Peggy de l'université de Ouagadougou. C'est rare, mais oui, désormais le Vérodon s'invite dans nos écoles et au lendemain de ce sacre, nous sommes repartis sur les traces de ce garçon Mathias Sorgo pour voir comment est-ce que ce garçon a commencé du côté de l'université. On va suivre ce reportage que nous propose Mamadi Ouela. À 29 ans, Mathias Sorgo est le tout premier cycliste venant de l'université. Sacré maillot jaune du Tour du Faso. Une consécration pour l'étudiant en sciences et technologies. Quand je pédalais, je me réveillais souvent à 4 h du matin et pour faire 2 fois 40 km, ça fait 80 km, avant de revenir prendre une douche pour aller faire mon stage à l'hôpital. Donc j'imagine vraiment l'effort que Mathias a pu fournir pour pouvoir remporter ce tour. Et une fierté pour le monde universitaire. Un sentiment de joie, de fierté, et que de voir un de nos apprenants à l'université Ouaga 1 ici à SVT, Mathias Sorgo, à microbiologie, pouvoir
accéder à ce niveau de compétition et briguer le maillot jaune. Depuis qu'il a enfilé le maillot jaune au 31e Tour du Faso, le natif de Tenkoudou attire plus de regards. C'est sûr que les gens ont encore plus d'attention, en tout cas sur la personne de Mathias Sorgo. Mais je reste humble, voilà, je reste toujours dans mon coin et puis c'est surtout la simplicité. Une humilité bien reconnue dans le monde du cyclisme burkinabé. Personnellement, en tant que capitaine, je voulais souhaiter réellement qu'il gagne le tour parce que c'est quelqu'un qui veut réellement savoir et s'approche à tout temps pour écouter et prendre des conseils. Donc vraiment, je lui tire mon chapeau. Nous sommes très satisfaits du parcours, en tout cas de Sorgo Mathias. Depuis donc Luco, en passant par Bessel et actuellement à JCK, je pense, de Koudougou, il ne fait que faire des merveilles. Le rêve le plus fou du 15e maillot jaune burkinabé du Tour du Faso, c'est de voir un cycliste burkinabé sur les routes du Tour de France. Titulaire d'une licence en biochimie microbiologie, Mathias Sorgo est un célibataire sans enfant. La précision et le détail. C'est le détail, hein. Donc avis donc aux âmes sœurs qui voudraient voir Mathias Sorgo. Merci Lassina d'avoir été sur ce plateau pour ce rendez-vous hebdomadaire du sport. Je rappelle que dès demain à 21h, vous revenez plus en détail sur toutes ces actualités sportives au magazine des sports. Et puis, à 21h, à partir donc de 21h tout à l'heure, vous pourrez suivre 52 sur la RTB qui porte ce soir sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Je vous invite à suivre un extrait du grand reportage de Draman Dadian intitulé « Conflit entre agriculteurs et éleveurs, le revers du silence ». Omar est sur ses nerfs. Une partie de son champ de maïs a été dévastée fin août à 2 reprises par les bœufs de son voisin éleveur. 2 semaines après le litige, Omar nous livre sa version des faits. Bon, ne komi kuma flaki ka muru bɔ ne ye tuguni ko a bɛ ne tigɛ ni muru ye kuma ma ɲɔgɔn sa bon n'an bɛ to ni ɲɔgɔn na n'an ko an bɛna bɛn a si se ka bɛn. Il prend la clé des champs pour avoir la vie sauve et l'affaire portée sur la table de l'officier de police judiciaire. Faamaw ya min fɔ faamaw ko nin ko a ka gɛlɛ o si se ka ko bɛ kɔsɛ ka na an n'olu fɛ ko an bɛna woroma ko parce que foro tɛ taama olu ka bigɛn de bɛ taama. Une résolution à l'amiable qui va accoucher d'une souris, dit-il. Omar y voit l'ombre de la corruption. Voilà, 52 sur la RTB, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Un numéro à ne pas rater. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe à 20h. Très bonne reprise à toutes et à tous.